Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de mars 2023. J'ai vu plusieurs films, au cinéma notamment. J'ai pu regarder à distance l'édition Sérimania. Nous sommes le 30 mars actuellement. Il est donc probable que je termine le livre que je suis en train de lire et que je regarde encore quelques petites choses avant le mois prochain. Cependant, je le mettrai dans la vidéo suivante ou lors de mon montage. Je commence avec les livres. Grâce à Nextory, j'ai pu lire Malgré tout de Jordi Lafèvre, qui est une bande dessinée. On va revenir sur une relation amoureuse, parfois tumultueuse, parfois difficile. C'est une BD que j'ai bien aimée, mais si je me rappelle bien, je suis restée un peu à distance et je trouvais que le propos n'était pas abouti, à mon sens. Les images sont belles, la couverture est très belle, mais ça n'a pas su susciter mon intérêt plus que je n'aurais eu envie. Nextory, je vous rappelle, vous avez l'opportunité d'avoir 45 jours offerts sur la plateforme, donc 15 heures d'écoute pendant le mois. Tout cela grâce au lien que vous trouverez en barre d'infos. Ensuite, grâce à NetGalley, j'ai pu écouter et j'en suis tellement heureuse. Je ne voulais pas le lire en version papier, mais c'est vrai qu'avoir l'opportunité de l'avoir gratuitement en audio, c'était vraiment inespéré. Donc, j'ai pu écouter Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont, qui est son livre paru cette année dans une édition très particulière où en fait les éditions ont demandé à plusieurs écrivains de passer une nuit dans un musée de leur choix. Et donc Lola Lafont a passé cette nuit-ci dans le musée d'Anne Frank. C'est un livre dont on a beaucoup entendu parler à la rentrée littéraire, qui a beaucoup plu. Moi j'avoue que contrairement à beaucoup de personnes, je ne suis pas très engagée et je n'ai pas été touchée outre mesure par le journal d'Anne Frank initialement. Donc c'est vrai que me lancer dans un ouvrage qui revenait sur cette partie-ci me rebutait quelque peu parce que forcément ça allait me prendre un temps de lecture même si le livre est relativement court. Et j'avais aussi envie de lire les livres que j'avais moi de mon côté. Donc je l'ai écouté et c'était sublime. J'ai voyagé avec Lola Lafont, j'ai passé cette nuit avec elle. J'adore sa plume et je l'ai retrouvée vocalement, oralement. Je vous incite vraiment à l'écouter. Je ne sais pas si l'expérience de lecture en version papier est identique, mais en tout cas, dans la version audio, j'ai adoré. Donc je vous le recommande beaucoup, même si vous n'êtes pas spécialement fan d'Anne Frank, de son histoire, ou du musée si vous l'avez visité. Ensuite, j'ai écouté Inheritance Game, le deuxième tome. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'histoire, Inheritance Game, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a des relations très compliquées avec sa famille. Son père ne l'a pas éduquée de toute sa vie. Sa mère est décédée et elle est élevée par sa sœur depuis quelque temps. Et elles doivent subvenir chacune aux besoins de l'autre. C'est assez compliqué. Donc elle est plutôt désargentée. Et un beau jour, on va lui apprendre qu'elle a hérité d'une fortune colossale, mais que pour l'obtenir, elle doit attendre sa majorité et elle doit passer 1 an dans la résidence de cette famille. C'est une famille qui, déjà dans le premier tome, il me semble que je l'avais évoqué, dans l'atmosphère, m'a beaucoup fait penser à l'atmosphère qu'on a dans Rebecca. L'écriture est pas du tout la même, Clairement, on n'est pas sur de la littérature similaire, mais il y a quelque chose de secret, de recherche, de labyrinthique, de gigantesque dans cette maison, d'atmosphère qui plane, qui est assez incroyable. Et la palette des personnages qui s'y trouvent est également énorme. Donc ça n'a fait que ajouter à mon plaisir. Malgré tout, le deuxième tome était moins prenant. Il y a toute cette question de ligne narratrice autour des amours qui est là. Et là, je viens de commencer le troisième qui, à mon sens, est plus tourné vers les énigmes de cette maison et de la demeure qui cache énormément de secrets. Donc j'ai hâte de le continuer.
J'ai toujours aimé le deuxième tome, mais petite préférence pour le premier. J'ai enfin lu, après des années à l'avoir sans l'ouvrir et en étant toujours rebutée par ce livre, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. À chaque fois que je le voyais sur mon étagère, je me disais non, ça sera pour plus tard. Et je me suis enfin décidée à le lire. Donc Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est l'histoire de Dr. Jekyll qui au final se retrouve possédé en cette espèce de figure de Mr. Hyde qui est en fait lui-même. C'est assez étrange, on est dans une Angleterre avec cette sensation de nuit constante. Désolée si le plan a changé, ma carte mémoire était pleine. Je reprends donc sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mr. Hyde va totalement prendre part de Dr. Jekyll. L'atmosphère m'a énormément fait penser au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et je ne sais pas pourquoi, ça doit être l'idée de nuit constante, l'atmosphère ambiante de l'Angleterre. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un livre que j'ai aimé, que j'ai trouvé plus intelligemment fait que ce que j'imaginais. Donc, plutôt une bonne surprise, sans que ça soit un réel coup de cœur. Ensuite, je vais vous parler de On Earth We're Briefly Gorgeous de Ocean Vuong. Je l'avais acheté depuis longtemps. Quel plaisir de m'y mettre. J'ai cherché cet ouvrage pendant tellement longtemps et maintenant je peux en parler. On va voir une lettre qui va se dérouler sur tout le livre et où un homme fait une sorte de confidence à sa mère qui ne sait pas lire dans la langue dans laquelle il écrit. Il se trouve que Ocean Vuong est issu de la communauté vietnamienne. Il a immigré aux États-Unis et c'est, il me semble, sa véritable histoire ici. Donc il y a ces deux choses qui se touchent intrinsèquement. Ça va être une lettre d'amour à sa mère, une lettre de... voilà. Ce que j'ai appris de la vie grâce à toi, grâce aux gens que j'ai rencontrés, entre ces deux cultures, entre cette perte d'amitié, cette découverte du monde, de la pop culture aussi, de certaines coutumes, certaines habitudes et de ce que tu m'as appris. Et je suis tellement triste que t'aies pas pu en apprendre davantage alors que t'en aurais eu les capacités. Et c'est ça qui est beau, c'est magnifiquement écrit et je suis très heureuse parce que j'ai pu lire ce livre dans sa version anglaise. Et c'est vrai qu'après Hamnet, j'avais un peu peur de me relancer en anglais, j'avais peur que mon niveau ait baissé. Et ce n'est pas le cas. Donc, je suis absolument ravie d'avoir repris goût et d'avoir repris confiance en mon niveau d'anglais grâce à ce livre. Le dernier livre que j'ai terminé à l'heure actuelle, il s'agit de numéro 2 de David Fuenkinos. J'avais bien aimé celui que j'avais lu auparavant, qui était l'affaire Henri Pic ou le mystère Henri Pic. C'était assez léger. Et dans ce livre, on va suivre celui qui était le second choix pour la saga Harry Potter. Et j'ai adoré. C'était génial. C'est un univers que je connais, ce sont des films que je connais depuis mon enfance. L'écriture est simple, fluide, extrêmement plaisante et je trouve qu'il touche à des choses qui sont assez intéressantes, que ça soit de la dépression, d'un mal qui ronge totalement l'enfant pendant toute sa vie et qui essaye de trouver des bribes pour pouvoir se sortir de cette solitude qui s'inflige à lui-même. Il va passer aussi par de la maltraitance familiale. Enfin, c'est vraiment intéressant et je trouve qu'il a vraiment amené des arcs narratifs étonnants par rapport à ce que j'attendais de ce livre. Donc, j'ai été très heureuse de me relancer dedans et je pense que j'en lirai dans ces prochains. Mon père en a quelques-uns parce qu'il adore son écriture. Donc, je lui en piquerai et je pense que je craquerai pour Charlotte d'ici peu de temps. Ensuite, je vous parle des films, dont ceux que j'ai vus au cinéma. J'ai commencé le mois avec Empire of Light. C'est un film dont on a beaucoup parlé, qui fait là encore hommage au cinéma, comme ça avait été le cas soi-disant pour Babylone. On va être plongé dans une ville
d'Angleterre qui est vraiment infusée par le cinéma qui se trouve sur la côte. On est dans une période où il y a encore une sorte de ségrégation, de racisme prégnant dans la société. Et on va suivre Olivia Colman ainsi qu'un jeune qui travaille aussi dans le cinéma et qui est noir. Et en fait, ça va prendre énormément de place. Ce qu'on va découvrir au fur et à mesure, c'est que Olivia Colman a un problème de santé, un problème mental, a une maladie mentale. Elle a quelque chose qui ressemble à la schizophrénie ou à la bipolarité, je ne sais plus exactement. Et on va suivre cette femme qui essaye de faire comme si ça n'existait pas. Et on va redécouvrir sa vie de cette manière, où finalement, il va y avoir une sorte de relation amoureuse entre les deux. Et je trouve ça assez étrange d'avoir mis cela ici, d'autant plus qu'on aurait pu se suffire des deux intrigues en elles-mêmes. Il y a aussi celle du cinéma, et je trouve qu'il y avait beaucoup d'informations pour peu de choses à la fin. Donc j'ai été déçue. Malgré tout, l'image m'a plu à un point incommensurable. C'est vraiment sublime. Donc je vous le conseille pour cet aspect. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'histoire et du déroulé du film, il y a quelque chose qui m'a manqué. Et je termine cette trilogie qu'on a vue depuis le début de l'année avec Babylon, Empire of Light et Fabelmans, qui est un film de Spielberg qui est absolument génial. Mon Dieu, mais ce film est long et je n'ai pas vu le temps passer. Les images sont sublimes, j'ai adoré la narration, j'ai adoré toutes les parties, toutes ces époques qu'on avance, qu'on voit. C'était vraiment quelque chose de magnifique. J'ai adoré tout du début à la fin, que ça soit le personnage principal, le père. Le père était génial et j'ai eu l'impression de me replonger dans Licorice Pizza et ça m'a fait tellement de bien d'avoir un coup de cœur comme ça en début d'année. Vraiment, foncez le voir. Je suis pas forcément une adepte de son cinéma, mais alors là, il a réussi en tout point. Vraiment génial, j'ai absolument adoré. Fabelmans, c'est simplement l'histoire de ce garçon qui va découvrir le cinéma depuis les années du western et il va être obsédé déjà par le mouvement du train qu'il voit dans l'un des classiques qu'il perçoit au cinéma avec ses parents. Et ça va tenir toute sa vie parce qu'il va avoir une petite caméra et après il va aller de plus en plus grand, de plus en plus vite et de plus en plus haut, de plus en plus loin. Et c'est toujours la poursuite de ce rêve du cinéma. Et c'est beau et c'est vraiment l'hommage du cinéma qui a été celui qui m'a plu vraiment de ces trois films du début d'année. Ensuite, j'ai vu Woman Talking, qui est un docu-fiction, on va dire. C'était le froid polaire, pour le coup, avec celui-ci, où on va suivre une sorte de communauté de femmes qui a réellement existé, où elles doivent se poser la question de rester ou non dans la communauté dans laquelle elles vivent aux États-Unis, qui ressemble énormément à une secte. Et ça va être long, ça va être long. D'autant plus qu'on essaye de nous mettre des arcs poussifs narratifs qui n'apportent rien à l'histoire. On a d'énormes plans à l'image qui nous montrent des étendues, la question de l'immensité dont on a peur, les trois possibilités. Mais ça tourne en rond, ça tourne en rond. Ça ne m'a rien apporté. Je me suis ennuyée. Et malheureusement du début jusqu'à la fin, donc vraiment un bide total de mon côté. J'aimerais bien avoir votre avis parce que je ne comprends pas pourquoi il a été si plébiscité. Voilà. Ensuite, j'ai vu Mon crime de François Ozon. C'était, comme je l'ai partagé sur Instagram, exquis. C'était la meilleure chose. Ce film d'Ozon, Mon crime, en plus avec une icône pour moi maintenant depuis que je l'ai vu dans son premier long métrage, Rebecca Marder. Nadia Terenskevich est vraiment excellente aussi et elle a totalement rattrapé mon a priori dans Les Amandiers. Là, je trouve que les deux actrices sont géniales. C'est donc une adaptation de pièces de théâtre où on va suivre deux femmes. La première est une actrice qui s'est rendue chez un producteur ou un réalisateur et il a essayé d'abuser d'elle. Elle s'est donc débattue et elle est partie. Elle est accusée par la suite parce que ce même réalisateur est mort et défendue par
Rebecca Marder. Et c'est tellement plein de burlesque. C'est le ozon comédie que j'aime. Comédie criminelle. Il y a une patte qui se recoupe avec 8 femmes. Et à la fois, c'est mis au goût du jour. J'ai beaucoup aimé. Il n'y a pas des chansons partout dans 8 femmes. J'ai aimé ces 2 actrices, cette jeunesse qu'on voit aussi en même temps. Prendre le côté juridique, le côté affaires, enquête en même temps, que le mettre sur un plan humoristique, c'était gagné. Je vous incite vraiment à aller le voir parce que c'est juste un moment qui fait du bien. Je ne sais pas comment dire, j'avais le sourire en sortant de la salle, j'étais trop contente de ma journée. Et ouais, allez voir Mon Crime. Et le dernier film que j'ai vu au cinéma, j'ai vu La Syndicaliste. C'est un film où Isabelle Huppert va jouer une présidente de la CGT, une présidente de syndicat, au sein d'une agence, la plus grosse agence nucléaire en France. Il va y avoir beaucoup d'affaires sous le tapis, notamment parce qu'il y a un changement de présidence et il y a toute une question de pouvoir, d'argent caché aussi, d'affaires peu scrupuleuses. Et cette syndicaliste va être retrouvée par sa femme de ménage avec un couteau planté dans le vagin et un A de Areva, donc de son entreprise, gravé sur le ventre, alors qu'elle était attachée à une chaise. Et on va la placer comme coupable, comme si elle avait eu une poussée de folie et que c'est elle qui avait tout fomenté, qu'elle s'était attachée elle-même. Et ce film est éminemment politique, forcément. Il est beaucoup plus que ça. Il dépeint vraiment une affaire qui a vraiment eu lieu. Il fait un hommage aussi à cette femme qui a vécu cela. Il montre aussi tout le manque de scrupules des grandes instances comme celle-ci. Vraiment, c'était brillant. Isabelle Huppert, je l'ai adorée. Maintenant, depuis Elle, j'ai du mal à la voir dans un autre rôle et il y a vraiment ces images qui me reviennent. Et vu que l'histoire était assez proche dans certaines scènes, ça m'a vraiment déstabilisée. Mais là, pour le coup, le film est incroyablement bien fait, je trouve. Je peux pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, je peux dire que il a touché à une justesse de notre société actuelle. Et je vous incite à aller le voir parce que c'est éminemment politique et que c'est, à mon sens, plutôt important de voir des films comme ceux-ci au cinéma. Veuillez m'excuser si la luminosité a changé, si le cadre a changé. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, il s'agit de 3 heures plus tard. Entre-temps, j'ai écrit un petit peu de mon mémoire. Je vais donc vous évoquer mes séries préférées de Série Mania parce que j'en ai vu plusieurs. Je vais vous dire tous les titres de celles que j'ai vues et je vais vous dire celles que j'ai vraiment adorées. J'ai donc vu Bardo, coup de cœur de la sélection, Funny Woman, The Lovers, Nolly, Aspergirl, Jeune Égolerie saison 2, Split et l'adaptation de la saga Blackwater. Grâce à Série Mania, j'ai pu voir quelques-uns des premiers épisodes des séries. J'ai également assisté à quelques masterclass. J'ai beaucoup aimé celle de Cécile de France. C'est vraiment une actrice que j'adore de plus en plus et j'aime beaucoup sa vision du cinéma. Bardo, ça va revenir sur la figure de Brigitte Bardot à l'époque de la Nouvelle Vague, la création du mythe Bardot, de son enfance jusqu'au début de sa carrière, de son histoire d'amour notamment, avec un réalisateur. J'ai adoré l'actrice, j'ai adoré l'image, ça a fait appel aussi à un imaginaire que j'adore aussi parce que je suis une fan de la Nouvelle Vague. Et donc c'est vraiment mon coup de cœur de toutes celles que j'ai vues. Cependant, j'ai adoré Funny Woman qui est une adaptation du roman de Nick Hornby qui va revenir sur une jeune femme qui déménage dans la grande ville à la recherche de la grande vie plus qu'elle n'a été auparavant parce qu'elle n'a été que reine de beauté, que Miss dans son canton des États-Unis, vraiment fermée au niveau des esprits. Et là, elle cherche à devenir connue mais à devenir aimée aussi pour elle-même. Et elle va essayer de survivre dans cette jungle qu'est la ville. Et j'ai adoré l'image, la photo, la couleur, tout est beau et j'adore vraiment. J'ai hâte que vous la voyez.
Je sais pas qui est-ce qui va la diffuser, mais vraiment j'espère qu'elle sera disponible en France. Dernier coup de cœur de celle que j'ai vue, il s'agit de la saison 2 de Jeanne Égolerie, même si j'ai moins aimé que la saison 1. Là, c'est encore différent dans le ton. Là, on va avoir beaucoup plus l'aspect adulte, vie d'adulte et implication aussi dans les obligations. Il y a aussi toute la place qu'a l'enfant, l'adolescente maintenant, qui est en jeu avec ses premiers amours. Prune qui essaye de l'aider, donc ça c'est très plaisant, c'est la partie vraiment drôle et vraiment agréable de cette saison 2. Mais moi, l'aspect principal, l'arc narratif qui se déroule autour du couple, ou de cette rupture dans le couple, et ben elle m'a vraiment déçue et j'ai été triste. Et c'est aussi ce qu'on cherche, mais en espérant qu'il y ait une saison 3 pour rattraper ça peut-être. Split a été un grand bonheur aussi. Là, ça va être l'histoire d'une actrice, ou du moins de 2 actrices. La première est lesbienne, et la seconde, finalement, tombe amoureuse d'elle, alors qu'elle est engagée dans une relation hétérosexuelle. Et pour autant, c'est très beau, c'est très charnel et c'est vraiment la découverte d'une nouvelle sexualité de la seconde actrice. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé l'image. C'est une série française. Et vu qu'on va me poser la question, Blackwater, j'ai aimé sans plus. Je pense en fait que j'ai pas aimé parce que je suis vraiment pas la cible et que c'est pas du tout un univers qui me plaît. Maintenant, je pense que vous serez très heureux de découvrir la série quand elle arrivera ici. C'est une série qui est déjà parue dans le pays d'origine, il me semble qu'elle est suédoise. C'est plaisant, mais je pense que les bouquins sont assez similaires à la série, ou du moins dans l'atmosphère. Et moi, c'est vraiment pas ce que je recherche en fiction. Ensuite, je vous parle d'une youtubeuse qui n'est autre que Margot Benoît, ou Benoist, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, je ne sais pas comment cette fille fait pour ne pas avoir plus d'abonnés, alors que ses vidéos sont vraiment chouettes. Elle a commencé depuis quelques semaines une série de vidéos où elle découvre un arrondissement de Paris par jour. Elle le fait dans l'ordre des arrondissements. Elle a posté le 10 cette semaine. J'ai hâte de voir son avis sur le 11e qui n'est autre que mon arrondissement. On a vraiment l'impression de redécouvrir la ville avec elle. Elle a fait beaucoup de vlogs voyage notamment. Elle a fait beaucoup de vlogs en France, à l'étranger, à Amsterdam, à Deauville notamment. Je sais plus où est-ce qu'elle en a fait d'autres, mais elle doit avoir même pas 500 abonnés. Et je ne sais pas comment elle fait, parce que franchement, Paris, c'est quelque chose d'assez récurrent sur les réseaux sociaux dernièrement. Avec elle, on redécouvre l'image de Paris en elle-même. On redécouvre les musées, on redécouvre les rues, les quartiers, où on redécouvre des petits bistrots, des lieux de culture, juste des lieux plaisants. J'adore regarder ces vidéos. Donc je vous incite à aller checker sa chaîne qui sera en barre d'infos. Ensuite, le spectacle. J'ai vu dimanche le spectacle de Laetitia Casta, Clara Askill, au Théâtre du Rond-Point. C'était la dernière. C'était la 2e fois que le spectacle était représenté. Je l'avais raté à la saison dernière. Ici, on va revenir sur la figure de Clara Askill, qui était donc une pianiste illustre à son époque. Elle est partie de Roumanie et elle a fait tout un périple entre l'Allemagne, la France. Elle a vogué à plusieurs endroits et c'est une artiste qui n'a jamais travaillé foncièrement et qui avait un talent incroyable. Et c'est ça qu'on va revoir. On va revoir cette figure de femme avec tous les problèmes politiques, toutes les époques qu'elle traverse, les problèmes de famille, la prestance qu'on demande à une jeune fille en son temps. Et j'ai trouvé ça très beau. Maintenant, je pense que je connaissais pas assez la pianiste en elle-même pour être touchée comme j'aurais voulu l'être. Mais les musiques étaient sublimes. Laetitia Casta jouait excellemment bien. Ça m'a fait plaisir de voir enfin ce spectacle qui a fait couler ton encre. Enfin, je vous parle des podcasts. J'en ai 3 à vous mentionner. J'ai découvert Ice Coffee Break with Super Lumos. J'avais enregistré plusieurs épisodes antérieurement. J'avais dû découvrir sa chaîne YouTube, je pense, à l'époque. C'était quelque chose qui m'avait plu, mais qui me donnait pas envie d'y revenir tout de suite. Et donc, en allant sur Spotify,
je me suis dit, bon, essaie les podcasts parce qu'ils ont tellement été mis en avant, les siens, que tu sais pas si ça peut te plaire. Et ça a notamment été le cas parce que j'ai dû écouter la moitié en 2 jours. Hyper intéressant au sens relatif au personnel. Je me suis beaucoup ressentie dans ce qu'il raconte, dans l'arrivée de l'âge adulte, dans les relations sociales, dans les relations amicales. Enfin, franchement, on a quelque chose de très apaisant. Et dans ces vidéos YouTube aussi, parce que en ayant re-regardé derrière, je me suis dit, finalement, en fait, ça me plaît bien. C'est très doux, il parle à la fois de ses relations amicales, de ses ruptures amicales, de pourquoi il n'aime pas fêter son anniversaire. C'est une pause dans le quotidien et je vous incite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Ou si, comme moi, la première fois, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai découvert ce podcast vraiment in extremis hier ou avant-hier. Il s'agit de Tard l'époque. Elles sont mais géniales. C'est juste 2 copines qui ont fait un burn-out, des rennaises, et qui reviennent sur des parcours de leur vie, que ça soit leur burn-out, leur vision des relations amoureuses, leur état d'esprit, les relations toxiques, l'amitié, les relations en règle générale, devenir adulte, le choix lorsqu'on termine ses études, mais elles sont tellement plaisantes dans des formats de 40 minutes. C'est des copines qu'on est trop contente de retrouver. Et alors là, mais vraiment un délice. Je me délecte à chaque instant que je les écoute. Je les écoute le midi, le soir, dans la journée. La dernière fois, j'ai fait toute ma cuisine, j'ai tout nettoyé. Et j'ai passé l'après-midi avec elles. Vraiment, trop plaisant. Si vous avez envie de vous retrouver avec des copines dans un podcast, écoutez Tard l'époque. Le dernier podcast que je vais vous mentionner, c'est un podcast Arte qui s'appelle Les Idées Larges, qui sont aussi des formats que vous retrouvez sur leur chaîne YouTube. Mais là, c'est en format podcast, donc c'est vrai que c'est plus simple à utiliser, surtout quand je fais 1000 choses à la fois et que j'ai juste besoin d'avoir un fond et que j'aime bien être stimulée intellectuellement en même temps. Donc ils vont revenir sur des sujets de société comme Arte sait si bien le faire. De toute façon, c'est souvent les mêmes sujets que ceux dont ils parlent sur leur chaîne YouTube. Leurs productions sont des choses de qualité, donc je vous incite à regarder tout ce qu'ils font, que ça soit au niveau des films qu'ils diffusent sur leur plateforme, que ça soit au niveau de leurs journaux, le 28 minutes, que ça soit au niveau de l'actualité, de leurs podcasts, même fictionnels, parce qu'ils sont très bons également, et puis de leurs podcasts en termes d'information. Arte, gage de qualité, encore une fois. Mais j'ai pas besoin de le prouver, je pense que vous le savez déjà. Cette fois, je termine enfin cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. S'il y a des éléments de la vidéo que vous avez lu, que vous avez vu, que vous avez écouté, que vous aimez ou que vous me recommandez, je vous laisse me dire ça en commentaire, en DM sur Instagram. Encore une fois, mon lien Nextory, avec lequel vous pouvez bénéficier de 45 jours offerts sur la plateforme et de 15 heures d'écoute, sera en barre d'infos. Si vous voulez connaître toutes les œuvres que je lis, que je regarde au quotidien, en temps réel, il y aura également mon Goodreads et mon Letterboxd. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!